Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus pour ce premier colloque créativité d'IMT Minales. Alors excusez-nous pour la grève SNCF, pour le temps, bon, on fera mieux la prochaine fois. Mais on espère bien quand même vous enchanter pour cette première fois. En introduction, je vous informe qu'on a prévu de filmer et d'enregistrer l'ensemble de la matinée. Donc, bon voilà, donc tout ce que vous avez dit sera consultable par d'autres. Le but n'est pas de le retenir contre quiconque, mais donc je voulais quand même vous en informer. Au cas où ça vous gêne, dites-le nous tout de suite, parce que sinon, voilà, après c'est parti. Bien, je me présente, je suis Thierry de Mazancourt, je suis le nouveau directeur de IMT Minales. J'ai pris mes fonctions il y a un peu plus de 2 mois et avec grand plaisir. IMT Minales, bon, c'est une école. C'est une école qui a 175 ans cette année. Ça fait 175 ans que cette école est ancrée à Alès, qu'elle a su se développer et s'adapter donc dans son territoire, dans son évolution. Donc l'activité économique, elle est évidemment née avec les mines. Aujourd'hui, c'est plus ça qui l'a fait vivre, mais elle continue à être un point de repère, je crois. Je pense que c'est pas trop de le dire. Un point de repère, un point de référence et un point d'ancrage de son environnement à Alès, avec lequel elle travaille, qu'elle entend soutenir et qui la soutient fortement. Récemment, l'école est rentrée dans l'Institut Mines Télécom, d'où son nouveau nom d'IMT Minales. L'Institut Mines Télécom, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est le premier institut d'enseignement supérieur de France. C'est 13 500 étudiants, c'est 2 700 ingénieurs diplômés par an, c'est 1200 docteurs, c'est 2000 apprentis. Donc c'est considérable et c'est un vrai renfort pour notre école. Avec ces 2 points d'ancrage forts, donc l'ancrage territorial et cette appartenance à l'IMT, l'ambition, enfin même plus que l'ambition, la raison d'être de notre école, quelle est-elle? C'est de donner à nos élèves les meilleures chances de s'accomplir professionnellement. On est vraiment là pour ça. Et on fait ça pas tout seul. L'accomplissement professionnel, ça se fait à l'école, mais ça se fait avec le milieu professionnel. Et en fait, donc, tout ce qui est mélange, imbrication avec la vie économique fait partie de l'école, est utile à l'école. Et c'est pour ça que l'école continue à le servir et aussi à l'utiliser à son profit. Alors bon, vous allez me dire, bon, ça fait 5 minutes qu'il nous parle de l'école. Moi, je suis là pour entendre de la créativité. C'est pas parce qu'on me met dans un amphi que je deviens un élève. Donc, où est-ce que je veux en venir? En fait, la créativité à l'école, c'est une deuxième marque de fabrique. Je vous ai dit que l'école était là pour donner à ses élèves les meilleures chances de s'accomplir dans leur vie professionnelle. Et on est persuadé ici que la créativité, c'est un des éléments qui va leur donner ces meilleures chances. Et c'est pour ça que la créativité fait partie de la pédagogie d'IMT Minales. Alors aujourd'hui, bon, il n'y a pas beaucoup d'élèves, ils sont tous justement en stage, ils sont en insertion dans le monde économique, ce à quoi on veut les préparer. Donc vous êtes tous ici, enfin pour l'essentiel en tout cas ici, pour la grande majorité d'entre vous, des partenaires de l'école, c'est-à-dire en fait c'est grâce à vous que on donne à nos élèves ces meilleures chances parce que vous êtes des acteurs, donc soit enseignants, soit chercheurs, soit enseignants-chercheurs,
soit acteurs du monde économique, donc nos partenaires, pour la formation de nos élèves. Et on voulait vous parler aujourd'hui de créativité parce que, je vous ai dit, donc nous, on y croit, on a besoin de vous. On pensait que ça vous intéressait et votre présence montre que finalement, on ne s'est sans doute pas trompé. Donc, on espère qu'on vous aura convaincu davantage encore à la fin de la journée. Cette journée, on l'a développée en plusieurs temps. Donc, au début, cette matinée, vous aurez des témoignages d'entrepreneurs, d'acteurs directs de la vie économique sur la créativité chez eux, dans leur entreprise. Qu'est-ce qu'ils en font? Et vous verrez, en fait, la créativité, c'est, de notre point de vue en tout cas, le moteur de l'innovation. On parle beaucoup d'innovation, mais l'innovation a besoin de plusieurs composantes pour réussir, et on est persuadé que la créativité est une composante incontournable. Donc vous aurez ces témoignages. Ensuite, vous aurez une conférence par quelqu'un qui est un penseur de la créativité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien dans les écoles, hein. On aime bien réfléchir à ce qu'on fait, et les gens qui pensent, qui conceptualisent, nous apportent beaucoup. Donc on espère que cette personne également vous apportera beaucoup par son témoignage. Après quoi, dans l'après-midi, on vous invitera à devenir vous-même des acteurs de créativité, c'est-à-dire à vivre des expériences qui vous apporteront d'autres manières de vivre, de voir les choses, de se poser des questions, et donc de vivre, d'expériencer en anglicisme la créativité personnellement. Mais en tout début de cette conférence, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Marie-Claude Dupuis, qu'on ne présente pas, mais quand même, je vais le faire parce que d'abord, ça me fait plaisir. Donc Marie-Claude Dupuis est diplômée de l'École Polytechnique. Elle est ingénieure générale des mines. Elle a commencé sa carrière au ministère de l'Industrie. Elle a été en 2005, si je ne me trompe pas, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. En 2015, elle a rejoint le groupe RATP pour prendre la direction du département matériel roulant au bus, voilà. Et en février 2017, donc il y a un peu plus d'un an, on lui a confié la direction de la stratégie du développement et de l'innovation de la RATP. Donc j'ai le grand plaisir de lui céder le micro pour qu'elle témoigne de la créativité et de l'innovation dans le groupe RATP. Et vous verrez, le groupe RATP, qui est une ancienne maison aussi, a beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Parler de créativité et innovation, c'est toujours un plaisir. Alors, quelques mots sur la RATP pour commencer, parce que quand on parle de la RATP, on pense tout de suite au métro de Paris. C'est vraiment très attaché et ça marque très fortement notre image. Mais il faut que vous sachiez que le groupe RATP est présent aujourd'hui dans 14 pays, sur 4 continents. C'est 60 000 salariés. Un chiffre d'affaires de 5,5 milliards. Le groupe RATP investit 1,7 milliard par an en Île-de-France et nous opérons directement 8 modes de transport. RER, métro, tramway, bus touristique, transport à la demande, câble urbain et même le bateau depuis que nous avons remporté l'appel d'offres de Lorient. Alors avant de vous parler d'innovation et la manière dont nous manageons l'innovation au sein du groupe, je voudrais passer un peu de temps sur notre environnement concurrentiel. Parce que innover, c'est bien, mais nous ne sommes pas le CNRS ni le CEA, nous ne sommes pas un organisme de recherche en soi. Donc, pour pouvoir, disons, donner une direction sur nos priorités en matière d'innovation, il faut d'abord comprendre qui on est, ce qu'on veut faire. Donner du sens à l'action, en quelque sorte.
Et d'ailleurs, on peut se permettre de laisser beaucoup plus le champ libre à nos ingénieurs ou équipes ou même opérateurs en termes d'innovation et de créativité si on les canalise vers une direction communément partagée. Notre environnement concurrentiel est clairement en plein bouleversement. Je crois que beaucoup d'entreprises et de grands groupes le ressentent aujourd'hui, mais c'est particulièrement marquant dans le secteur de la mobilité. Compte tenu de l'urbanisation croissante, et le phénomène est mondial, on voit les mégacities se développent, mais même en province, on parlait de Nîmes hier soir, on voit bien que les villes, les centres urbains grossissent. Donc la demande de transport urbain n'a jamais été aussi forte dans le monde. Donc ça, pour un opérateur de transport, c'est une bonne nouvelle, notre marché croît. Ceci étant, en termes d'usage, les demandes évoluent très vite. Elles sont stimulées par toutes les offres digitales offertes, soit par les grands du numérique, on les appelle les GAFA, mais aussi par toutes les startups qui, portées par les innovations technologiques, que ce soit sur la puissance des calculateurs qui se multiplient et sur la capacité à avoir toute cette puissance dans un smartphone qu'on a avec soi en permanence, ça bouleverse l'offre de services. Et je peux vous dire que ça stimule beaucoup les grands groupes comme nous, puisque nos voyageurs se voient offrir par des acteurs, que ce soit des grands acteurs comme Google, Citymapper, Uber et d'autres, des offres de services qui bousculent notre modèle économique. Autre élément marquant, prise de conscience environnementale. On a beaucoup parlé de transition écologique et transition, bien sûr, énergétique. Ça marque fortement le secteur de la mobilité, j'y reviendrai. Et ça vaut autant pour les questions de changement climatique que de qualité de l'air en centre-ville, et aussi les questions de bruit en ville sont très importantes. Quand on parle transport, avant on parlait beaucoup de transport, on parle de plus en plus mobilité, et la mobilité est de plus en plus liée aux enjeux d'urbanisation et des villes. On peut difficilement aujourd'hui parler de... et la loi sur les nouvelles mobilités qui sera débattue au Parlement cette année permettra de mieux intégrer les deux approches pour donner de la cohérence à l'offre de mobilité et au schéma de développement des villes, mais aussi du pourtour des villes. Voilà. Alors, tout ceci, un marché en croissance, des technologies qui évoluent, clairement, ça attire du monde. Et donc, notre concurrence, nos concurrents se multiplient. Alors, en tant que groupe RATP, il faut que vous sachiez que depuis 2009, nous savons que nous allons perdre le monopole de l'exploitation du transport en Île-de-France, que ce soit sur les bus, on commencera par ça, en 2025, puis le tramway sera mis en concurrence en 2029, le métro et le RER, comme c'est un peu plus compliqué, ça sera pour 2039. Donc nous nous y préparons et nous nous y préparions depuis plusieurs années. Alors d'autant plus que sur ce terrain-là, on connaît nos concurrents, et des grands concurrents, filiales de grands groupes publics, Keolis pour SNCF et Transdev pour la Caisse des dépôts. Donc ça, on s'y préparait, c'est un sujet en soi. Mais avec la révolution digitale, comme je vous l'ai dit, on a vu arriver d'autres acteurs intéressés par le monde de la mobilité. Je commencerai par les fournisseurs de matériel, les grands, que ce soit matériel roulant ferré, et aussi au niveau des bus, puisque plus on automatise ces matériels roulants-là, plus les fournisseurs de matériel se sentent armés pour répondre à des appels d'offres sur des lignes de métro automatiques, ou voire plus. Et un troisième champ qui nous interpelle encore plus, et ça va très très vite, c'est les grands acteurs du numérique. Et je citerai deux exemples. Uber, qui, lors de son dernier passage à Paris, a annoncé qu'il voulait devenir l'Amazon de la mobilité. Et Citymapper, qui est une entreprise qui propose de la recherche d'itinéraires au niveau mondial et qui commence à se dire, mais je vais créer des lignes de bus à Paris. Alors, tous ces gens ont beaucoup d'argent, sont très attractifs pour accueillir les ingénieurs et tout ça, et savent innover très vite. Autant vous dire que dans ce contexte-là, il ne faut pas rester assis sur sa chaise et il faut se remuer. Pour faire ça, donc, on a travaillé avec nos deux présidentes successives, d'ailleurs Elisabeth Borne qui est devenue ministre et maintenant Catherine Guilloire, sur un nouveau plan d'entreprise pour mobiliser tout le personnel face à ces enjeux. Et clairement, l'innovation et le digital, on peut les réunir, l'innovation est un levier majeur de transformation du groupe pour faire face à tous ces enjeux.
Alors ce plan d'entreprise, il a été le fruit d'une démarche très participative pour embarquer tout le monde et surtout leur faire prendre conscience des enjeux. Je rappelle que nous avons 45 000 salariés sur statut. On sait que ça peut être un sujet. Et donc, on s'est réunis, on a échangé et on a défini notre ambition. Notre ambition commune, vous l'avez ici, c'est être un leader mondial de la mobilité urbaine durable et connectée et s'imposer comme partenaire privilégié des villes intelligentes. Et ce plan, il a été bâti en s'appuyant sur des valeurs fortes de service public qui sont partagées par notre personnel, mais aussi un savoir-faire qui est reconnu en termes d'excellence opérationnelle. Je rappelle qu'en Île-de-France, nous transportons 12 millions de voyageurs par jour. Le RERA, c'est 1,2 million de voyageurs par jour. Alors, quand on parle de ville intelligente et durable, on pense tout de suite à la Smart City. Voilà, il y a beaucoup de colloques sur la Smart City. Énormément d'acteurs s'intéressent à ce concept. Je dis concept parce qu'on peut mettre beaucoup de choses différentes derrière ce terme. Alors, derrière Smart Cities, il y a des approches, certaines approches qui sont proposées, qui sont très technologiques, qui me font penser parfois un peu au film de Matrix, où les data, les robots prennent le devant les hommes et les femmes. Ce n'est pas notre vision de la Smart City et la RATP. Notre vision, c'est une ville où il fait bon vivre. Alors ça, c'est une vision globale. Je vais vous en dire un petit peu plus sur comment on nourrit cette vision. Alors une ville où il fait bon vivre, c'est d'abord une ville silencieuse, saine, silencieuse et sobre. Et ça, c'est notre réponse aux attentes très fortes en termes de transition écologique et numérique. Et c'est pour ça que le groupe RATP est précurseur au niveau mondial en termes de transformation de sa flotte de bus. On est les premiers à l'avoir annoncé, de transformer notre flotte de bus de 4700 bus, essentiellement diesel, quand on a pris la décision en 2014, en une flotte de bus propres d'ici 2025. Et le choix, c'est clairement le meilleur équilibre entre des bus électriques et des bus au bio-GNV. Et quand le RATP a pris cette décision en 2014, beaucoup de gens rigolaient. Je vous assure, ça c'était assez innovant, parce qu'ils disaient les bus électriques n'existaient pas, vous n'y arriverez pas, ils existent, mais vous transporterez plus de batteries que de passagers, etc., etc. Et puis comment vous allez faire pour charger? Donc on a pris le sujet à bras-le-corps, et depuis 2015, nous sommes engagés. Nous avons mis en service en 2017 notre première ligne 100% électrique, une des lignes Paris-Banlieue, d'ailleurs, qui fait les deux. Et ça a été toute une démarche en soi que de structurer ce plan et de le mettre en œuvre. Mais ce plan, c'est un marqueur de notre engagement en matière de transition énergétique, mais il est plus large que ça, puisque nous avons, là, on vient d'obtenir notre certification, nous venons d'être certifiés ISO 50001 pour le management de l'énergie sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Et Bureau Veritas, qui nous a certifiés, nous a dit qu'on était les premiers au monde, un opérateur multimodal de transport de cette taille, à obtenir cette certification. Et c'est vraiment une démarche d'ailleurs externe-interne. Externe pour montrer à nos clients que nous sommes engagés sur ces sujets-là. Interne pour mobiliser tout le personnel sur des enjeux avec transversaux, j'ai envie de dire. Et tout ceci nous permet de nourrir notre ambition, qui est de réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre en 10 ans, par kilomètre voyageur, 2015-2025, et de réduire notre consommation d'énergie de 20% sur la même période, toujours par kilomètre voyageur. Donc voilà, et je veux vous dire que pour tenir un objectif comme ça, il faut innover. Donc la transition énergétique tire l'innovation. Deuxième axe de notre Smart Cities, une ville fluide et connectée. Comme je vous l'ai dit, les usages, il y a vraiment l'économie évolue vers une économie du partage, il y a vraiment une attente très forte pour une offre de mobilité de plus en plus personnalisée, porte à porte, sans couture, adaptée en fonction du temps, de la nature du rendez-vous, du déplacement, etc. Et là, il y a beaucoup de propositions. Donc clairement, dans tout notre métier évolue d'un métier d'opérateur de transport, plutôt de masse, à un opérateur de mobilité qui doit compléter son offre. C'est ce que nous avons fait. Et pour ce faire et pour aller vite, nous avons décidé de créer un fonds capital innovation pour pouvoir investir dans des startups qui étaient déjà présents sur le marché des nouvelles mobilités. On a fait ça l'année dernière, en un an, et on a pris quelques participations. Donc, pour le covoiturage, nous avons pris des participations dans Klaxit.
Pour l'autopartage, c'est Communauto. Pour le scooter électrique à Paris, CityScoot. Et on a aussi été intéressé par une petite start-up Citizen Mobilité qui fait du transport à la demande pour des personnes fragiles, donc avec des chauffeurs formés spécialement. À chaque fois, notre stratégie dans cette prise de participation dans des start-up, c'est de rester minoritaire. L'idée, ce n'est pas d'appliquer nos méthodes à ces start-up, bien au contraire, il faut leur laisser l'agilité. Mais par contre, on demande à être au board pour pouvoir partager avec la start-up la stratégie. Et à l'inverse, d'ailleurs, c'est ce que la start-up vient chercher chez nous, puisque ce n'est pas tant notre argent qui les intéresse. On est souvent autour de table avec des grands investisseurs, y compris publics d'ailleurs, que ce soit Caisse des dépôts, BBI France ou des choses comme ça. Ils viennent chercher chez nous le partenariat stratégique pour avoir une approche de plus en plus multimodale sur tous ces sujets-là. J'ai parlé donc le transport de masse à travers les grands modes classiques, complété par des nouvelles mobilités avec des véhicules de plus en plus partagés. Mais la couche suprême, elle est purement digitale et elle est proposée par des startups qui ont vraiment marqué les esprits, dont WIM en Finlande, en fait, qui vont au-delà et qui proposent une offre digitale de mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la startup qui négocie, achète en fait, est un agrégateur d'abonnements, si vous voulez, et de forfaits. Et elle propose, via une application à ses clients, différents tarifs. L'offre premium de WIM en Finlande, pour 500 € par mois, vous avez accès illimité au transport public, au taxi, au VTC. Et ça, l'objectif, on ne peut pas dire 500 € par mois, ce n'est pas donné, mais quand on fait la comparaison avec le budget annuel moyen pour détenir un véhicule particulier, qui est en gros de 6 000 € par an, ça se regroupe. C'est-à-dire que l'idée à travers tout ça, l'objectif recherché par beaucoup d'acteurs en ce moment, c'est de convaincre. Alors c'est vrai que vous allez me dire, c'est plus faisable peut-être dans des milieux urbains que dans les milieux plus ruraux, mais il y a vraiment cette idée de convaincre, de laisser la voiture, enfin de ne plus acheter de voiture et de pouvoir se déplacer partout de manière très simple. Ça, c'est l'objectif. Là où il faut être très vigilant pour des groupes comme nous, c'est que si des startups s'intéressent à cette couche purement digitale, elles captent toute la relation client. Et donc, elles récupèrent leur data, elles créent la relation, et une fois, même si... Alors au début, comme toutes les startups, ils vendent à perte, hein, parce que ça leur coûte plus cher de vendre les abonnements au début que de les acheter, mais ils essaient de faire nombre avec toute leur relation client, et après, ils commencent à vendre les services à valeur ajoutée, payants, etc. Ça, il faut qu'on ait tous ça en tête, parce que c'est comme ça que fonctionne le nouveau monde avec les nouvelles technologies. Et pour des acteurs traditionnels comme nous, avec des modèles économiques établis, c'est très perturbant. Donc on est obligé de prendre plus de risques et de s'ouvrir sur tous ces sujets-là. Donc bien sûr, le groupe RATP est en train de préparer son offre masse, parce qu'on ne peut pas être réduit à être uniquement ce qu'on appelle des tractionnaires, c'est-à-dire que nous, on va s'occuper de fournir le service physique, et les autres capteront et feront de l'argent sur notre travail quotidien. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc ça interroge sur beaucoup de choses. Alors notre force, justement, c'est que ces grands acteurs du digital sous-estiment en général l'ampleur de la tâche que de délivrer un transport en milieu urbain, de gérer la multimodalité et des choses comme ça. Ce n'est pas qu'un sujet virtuel, on va dire. Voilà. Donc sur tous ces sujets-là, fluide et connecté, un enjeu majeur. J'ai oublié de dire, j'y reviendrai quand je vais parler un peu plus d'innovation, le bout du bout dans ces nouvelles mobilités, le Graal, sur lequel beaucoup d'acteurs au niveau mondial dépensent des milliards, c'est les flottes de robotaxis. J'y reviendrai. Troisième axe de notre Smart City, une ville inclusive, accessible et collaborative. Là, on retrouve nos valeurs fortes du groupe RATP, mais on retrouve aussi un autre axe d'innovation, j'ai envie de dire, c'est l'innovation en matière immobilière. On a été reconnu aussi comme un peu précurseur dans le genre, puisque comme nous sommes en milieu urbain dense, on est obligé d'être créatif, on va dire. Et notre directeur immobilier de l'époque, Rémi Ferredge, a eu l'idée de proposer, alors c'était un long processus au départ parce que c'est un objet complexe, aux élus, aux décideurs, à l'État, de transformer nos dépôts historiques de bus. Vous imaginez un garage de bus diesel où tous les soirs 200 bus rentrent pour faire la charge en diesel, faire la maintenance, etc. Et on manquait de place de bus. Donc, et c'était des objets un peu anciens dans certains quartiers, des beaux quartiers de Paris.
Donc l'idée, ça a été de créer un objet immobilier, un programme immobilier multi-usage, et dans lequel on enterre le dépôt de bus, en tout cas tout ce qui est remisage, garage du bus, et on construit au-dessus des locaux multi-usages, donc avec un modèle économique qui permet de faire du logement social, avec des subventions soutenues par la ville de Paris et d'autres. On fait du logement privé, ça c'est vendu, le mètre carré est vendu plus cher, et ça permet de financer le dépôt en dessous. Et donc on crée des bureaux, on crée des écoles, on crée des crèches, etc. Et donc on insère les infrastructures de la mobilité dans la ville. Ça, c'est nous qui l'avons fait. C'est de l'innovation aussi. C'est de l'innovation. En plus, on fait des objets beaux et concours d'architecture. Et c'est une manière de mieux insérer les infrastructures industrielles de la mobilité dans la ville. Et ça crée de la valeur. Et voilà. Donc ça, c'est des offres qui intéressent les autorités publiques, bien sûr, et les villes. Et en plus, quand on sait ce qui se passe aussi en matière de technologie, on se dit que ces bâtiments, ils vont être de plus en plus propres et intelligents. C'est pas pour rien, là c'est un des deuxièmes qu'on a fait, que ce sera ces centres-bus, ces premiers centres-bus qui vont être entièrement convertis à l'électrique très prochainement. Et par ailleurs, on sait que les bâtiments, beaucoup d'acteurs du secteur du génie civil, de l'immobilier, de l'énergie, travaillent sur une gestion intelligente de ces bâtiments qui peuvent devenir même neutres en termes de consommation d'énergie entre ce qu'ils produisent, consomment, etc. Donc voilà notre vision. Bien sûr, là j'ai mis l'accent plutôt sur les logements sociaux. Nous sommes très attentifs à tout ce qui est emploi. Nous avons aussi un programme d'ingénierie sociale très proche des villes qui permet à des personnes en difficulté de revenir à l'emploi, puisque nous embauchons plusieurs milliers de personnes par an. Et en plus, on peut, comme on a tout un processus de qualification, recruter des personnes sans qualification. Ça aussi, ça fait partie de nos valeurs fortes, mais nous avons d'autres exemples. Nous sommes aussi connus pour notre animation culturelle et sportive sur le réseau parisien. Mais on le fait ailleurs aussi. Donc voilà notre contexte concurrentiel, notre vision de la Smart Cities avec ces 3 axes sur lesquels nous travaillons. Tous ces axes tirent l'innovation au sein du groupe. Donc nous avons construit une feuille de route d'innovation avec toujours la précaution, j'ai envie de dire, nécessaire de laisser le champ libre aux départements métiers, d'exploitation, de maintenance, d'ingénierie, de mener notre propre feuille de route d'innovation en veillant à ce qu'elle soit bien alignée avec les grandes priorités du groupe. Mais aussi, nous avons décidé de piloter au niveau du groupe et donc de ma direction quelques programmes transversaux. Il y en a 2 qui tiennent une place très très forte, celui sur les véhicules autonomes et celui sur l'intelligence artificielle. Sur les véhicules autonomes, on en est, vous voyez ici une photo de navette que nous avons fait circuler sur le pont de Charles de Gaulle entre les 2 gares de Lyon et Austerlitz. On est à 50 000 voyageurs qui ont emprunté nos navettes. On l'a fait à Paris à 3 reprises, on l'a fait à Austin, on l'a fait à Boulogne-sur-Mer, on l'a fait sur un site du CEA. Notre position en tant que groupe RATP, c'est pas de développer le véhicule autonome. Les constructeurs automobiles sont là pour ça, les GAFA investissent, il y a beaucoup de partenariats sur ces sujets-là. Notre position à nous, groupe RATP, c'est de maîtriser l'intégration de cette offre de transport de véhicules autonomes dans la multimodalité transport urbain. Et donc, ça interroge sur des questions de supervision, de contrôle commande, de relations clients aussi. Et nous avons fait un axe différenciant sur tout ce qui était sécurité, cybersécurité, sûreté de fonctionnement, sûreté pendant les exploitations. Donc nous traçons notre feuille de route et bien sûr, sur ça, nous travaillons avec des constructeurs, des partenaires, etc. Autre axe, l'intelligence artificielle. Je sais que vous êtes en train d'ouvrir une option intelligence artificielle dans cette école. C'est indispensable. C'est partout, au sein du groupe RATP, ça irrigue tous les métiers, aussi bien la maintenance prédictive, la conduite, c'est ce qui va nous permettre d'assurer la continuité de l'exploitation. Sur les lignes automatiques, les systèmes permettent de détecter beaucoup plus rapidement l'origine de l'incident, de l'analyser et de trouver la bonne réponse. L'enjeu pour nous, c'est de limiter les temps d'interruption lors des services. Dans le domaine des services, on pense à tous les chatbots, enfin, les cas d'usage de l'intelligence artificielle sont infinis et dans tous les cas, dans nos travaux d'innovation, les consignes sont claires. Tout ce qu'on investit en innovation doit servir 2 objectifs majeurs. 1, créer des nouveaux services. 2, améliorer notre excellence opérationnelle. C'est ce qui doit guider l'euro investi.
Donc voilà un peu pour Enfin, on travaille aussi bien sûr sur tout ce qui est autour de l'énergie, je l'ai dit. Ça, c'est sur la partie feuille de route innovation. Là, on va aller un peu plus en rupture. Nous avons aussi lancé un programme de transformation digitale au niveau groupe, très structuré. Là aussi, beaucoup de départements, d'entités chez nous, dans les filiales, avaient leur propre initiative digitale, bien sûr, parce que nos équipes ne sont pas fermées au monde. Mais l'important pour nous, c'était de définir des priorités. Donc en un an, on a structuré vraiment une feuille de route aussi digitale, 500 millions d'euros investis sur 5 ans, et des priorités claires, orientées, structurées, 4 programmes tournés vers les services, services aux voyageurs, services aux collectivités, nos clients AOT, services aux collaborateurs, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions, ça ne sert à rien d'innover, de donner aux collaborateurs des tablettes pour enseigner les voyageurs, si on ne pense pas d'abord à améliorer l'environnement de travail de nos collaborateurs. Service, on a appelé le 4e service, c'est écosystème urbain. Et là, l'idée, c'est de travailler avec des partenaires sur cette fameuse Smart City avec des solutions digitales. Ça, c'est les 4 programmes orientés services. Nous avons aussi 2 programmes socles, parce que c'est bien de faire rêver les gens avec le digital, mais derrière, il y a du dur. Le programme socle, c'est la connectivité sous tous ses angles, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G bientôt, etc., LoRa, pour l'IoT, l'Internet des objets. 2e programme socle, les data, qui sont vraiment le carburant du digital et qui ont une très forte valeur. Donc voilà pour notre plan de transformation digitale. Mais je tiens à insister sur le fait que sur ce plan de transformation digitale, il y a un axe aussi qui est très important, c'est l'accompagnement du changement. Parce que, je vous l'ai dit, on est dans un monde qui est vraiment bouleversé par ces nouvelles technologies, qui bouleversent les modèles économiques. Donc on doit aussi accompagner ce changement, pousser tous nos collaborateurs à penser autrement, dans leur métier, mais aussi dans leur forme de management. C'est essentiel. On ne peut plus travailler et manager les équipes comme on le faisait avant. Alors, n'innovons pas seuls, surtout quand on veut être créatif. La RATP est vraiment à l'innovation dans son ADN. On a été les premiers, on a inventé le paiement sans contact. On a été les premiers à faire une ligne de métro automatique à forte densité de trafic. On a été les premiers à transformer une ligne de métro classique en ligne automatique sans interruption de service. On est les seuls au monde à savoir faire ça. Tous les autres butent sur des sujets divers et variés. Et on a été les premiers à lancer un programme de transition énergétique de flotte de bus majeur. Et on l'a fait souvent d'ailleurs en partenariat avec des industriels. Là, on ouvre encore plus notre écosystème, on continue de travailler avec les partenaires académiques, on continue de travailler avec les industriels, mais on a ouvert tout un programme pour les startups, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, un programme structuré, tourné business, avec 3 niveaux. J'achète votre prestation, je suis partenaire pour un objet ou pour répondre à un appel d'offres, j'investis, j'ai déjà parlé de mon fonds. Et notre préoccupation, c'est pas de leur faire perdre du temps, et à nous non plus, parce qu'il y a un peu une mode des startups, je fais un POC, c'est-à-dire un proof of concept, une petite démo, je fais un communiqué de presse et se passe à autre chose. Tout le monde perd du temps avec des sujets comme ça. Donc l'idée, nous, on a été très présents à Vivatech cette année, on a eu tout un processus de sélection des startups, et celles qu'on a retenues vont avoir un contrat sur la durée qui passe bien sûr par un POC, mais s'il est satisfaisant, on s'engage tout de suite à le généraliser. Dans les partenaires d'innovation, il y a l'interne, et je terminerai là-dessus. Il faut embarquer nos salariés. Donc j'ai déjà dit, donner du sens, donner la direction, les priorités, et puis après, il faut les stimuler. Donc, par exemple, notre présence à Vivatech cette année, on en fait aussi une opération interne. On a 900 collaborateurs qui sont venus sur le salon avec leurs feuilles de route, leurs travaux pratiques, collecter, chercher des idées, etc. On a un programme interne qui s'appelle Bouge, d'intrapreneuriat, qui permet à n'importe quel collaborateur qui a une bonne idée, après un processus de sélection quand même un peu rigoureux, d'être retenu pour être accompagné par des incubateurs pour essayer pour développer un nouveau business. On vient de lancer un nouveau programme qui s'appelle Smart. Là, cette fois, c'est la direction, quelques idées de business, une idée. On sélectionne 3 ou 4 talents dans l'entreprise, jeunes ou moins jeunes. On les forme au business et ils essaient de nous proposer un schéma pour mettre sur le marché, proposer ce nouveau service. Et puis bien sûr, comme toutes les grandes entreprises, on a des prix d'innovation, un lab. Tout ceci pour vraiment stimuler la créativité, encourager la prise de risque, habituer tout le monde à ne pas avoir peur des échecs. Justement, ça nous évitera de porter trop longtemps des projets qui usent beaucoup d'euros et de temps.
et qui n'aboutissent jamais. Donc il faut mieux accepter de dire bon bah ça ne marche pas mais c'est pas grave, mais il faut le dire vite. Voilà, plutôt que de s'enliser. Donc en fait, on voit bien que tout ceci, c'est d'abord un état d'esprit et c'est très important et c'est aussi le rôle de direction un peu comme la nôtre chapeau pour stimuler tout ça. Donc je voulais conclure là-dessus, qui que vous soyez entreprise, représentant d'entreprise, d'école, élève, si vous partagez avec nous cette vision de la Smart City et ses priorités d'innovation, je vous en prie, rejoignez-nous, nous sommes joignables. Merci à tous.